Laurent Terzieff, bonjour. Bonjour. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de vous, vous n'aimez pas trop qu'on parle de vous, mais vous accepterez tout de même que juste au début de cette émission, on parle un peu de vous, de vos années d'apprentissage, et après, rassurez-vous, vous ne parlerez qu'à travers la voix des autres ou à travers le souvenir des autres. Mais j'aimerais faire ce que je fais d'habitude dans cette émission, c'est-à-dire commencer par vous demander de regarder une photo de vous. Alors, il y en a quelques-unes dans le livre de Claude Mauriac, le livre qui vous est consacré. Il y en a quelques-unes. Et alors, bon, moi j'ai choisi celle-ci. La légende dit « Au lycée Buffon, le misanthrope, 1949 ». Oui. Oui, ça m'évoque des années difficiles, ardentes, généreuses. Et alors, le théâtre, qui vous est apparu comme un espace de salut, en tout cas un espace qui pouvait accueillir ou canaliser ce désespoir ou ce désarroi de l'adolescent, vous l'avez découvert très, très, très jeune, vous l'avez découvert tout seul ou... Non, les choses étaient là, comme ça. Je n'ai rien découvert. Vous racontez dans les entretiens avec Claude Mauriac que c'était un soir à la Gaîté Montparnasse. Ah oui, oui. Que c'était devant le rideau fermé avant le début de la représentation. Une représentation d'ailleurs, je crois que c'était Strindberg, c'était la sonate des spectres, oui. Mise en scène par Roger Blin. Oui, c'était juste avant que le rideau ne se lève. Vous savez, à l'époque, ça rougeoyait un petit peu sur le rideau rouge, comme ça. Et il y avait le côté au théâtre, ça commence, comme dit Claudel, par la voix de Lequiel Bernon. Dans la vie, rien ne commence, rien ne finit. Alors qu'au théâtre, ça commence. Et les trois coups sont là, ou étaient là à l'époque, pour vous dire que ça commençait. Et c'est à ce moment-là, oui, que j'ai senti une voix en moi qui me disait, c'est ça que je dois faire. Et Roger Blin, est-ce que la vision du théâtre d'Artaud, à travers Roger Blin, est quelque chose qui a été importante pour vous, qui a été importante dans votre démarche théâtrale? Oui, d'abord, Roger Blin, pour moi, est l'image d'un rebelle intraitable. Je veux dire par là que, comme le fameux forçat de Rimbaud, sur qui se referme toujours le bagne, il n'y avait chez lui aucune espèce de, non pas de compromission, mais de faux semblant vis-à-vis de ce qu'il pensait être juste et vrai. Il a évidemment traversé tout ce qui s'est fait d'intéressant dans son époque. Il a connu Prévert avec le groupe Octobre, il a connu Dulin, il a joué avec Dulin, il a connu Barrault avec Dulin. D'ailleurs, il a été le frère de Barrault pendant de nombreuses années. Ils se sont retrouvés par la suite, d'ailleurs, après l'expérience de Marigny. Il a connu évidemment Artaud, dont il a été l'assistant, notamment pour les Cenci. Il a connu le surréalisme aussi. Il est passé de la bande à Prévert au surréalisme, tout ça. Enfin, tout ça se côtoyait un petit peu, d'une certaine façon, tout en étant un peu frères ennemis. Mais enfin, voilà. Il a fait d'ailleurs la jonction, je me souviens qu'il a... Laurent Terzieff, j'ai remarqué d'ailleurs hier soir, à la Gaîté Montparnasse, où vous avez dit ce même texte pour une ouverture de cette soirée. C'est le troisième texte d'Adamov. C'est le troisième, oui. On ne peut même pas dire une soirée de lecture, puisque vous ne lisez pas. Vous dites... Ah non, ouais. Je précise des choses. Je poursuis un travail depuis 20 ans maintenant autour de la poésie, qui est une recherche de la théâtralisation de la poésie pure, si vous voulez, et en tournant le dos complètement à la lecture et aussi au récital poétique. Il s'agit pour moi par une mise en scène, une mise en scène qui prend en compte évidemment l'espace, la lumière, le son, la diction, de faire du matériau poétique
un objet dramaturgique. C'est-à-dire, si vous voulez, une tentative un petit peu audacieuse de faire de la poésie, qui est avant tout intériorité pure, d'objectiver cette intériorité par les moyens du théâtre. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Laurent Terzieff, Adamov, c'est le premier auteur que vous avez joué au théâtre. Tout à fait, oui. C'était avec la mise en scène de Jean-Marie Serrault. Laurent Terzieff, le cinéma. Le cinéma, vous avez débuté, je crois, en 1958 avec Carnet, dans les Tricheurs. Et puis vous avez tourné beaucoup de films avec des cinéastes très prestigieux, comme Pasolini, comme Buñuel, comme Rossellini, comme Godard et Philippe Garrel. Mais on a l'impression que même le succès que vous avez eu à un moment donné et qui aurait pu vous amener à une carrière très, 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 très importante, eh bien, ce succès, il vous dérangeait presque. Que vous avez, en quelque sorte, un peu écarté le cinéma comme une voie de facilité. D'abord que c'était le théâtre que j'avais choisi au départ, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je n'ai aucun mépris pour le cinéma, et même pour le cinéma en tant qu'acteur. Au contraire, je considère que c'est un art aussi important, aussi majeur que le théâtre. Vraiment, je le pense sincèrement. Simplement, je suis plus concerné par le théâtre par ma casquette de metteur en scène. Et c'est très difficile de faire, surtout à l'époque, maintenant ça a peut-être un peu changé, mais c'était très difficile de faire une carrière de cinéma, si vous voulez, sans faire des choses qu'on n'aime pas. Et je dois dire que c'est par respect justement pour le cinéma que j'ai refusé beaucoup de choses au cinéma, parce qu'il n'y avait aucune raison. Laurent Terzieff, dans votre vie de théâtre, vous avez peu joué et peu mis en scène le répertoire classique. Vous avez toujours préféré faire découvrir, faire connaître des auteurs contemporains. Vous avez contribué très largement à la connaissance en France d'Albi, de Chisgall, de Saunders, de Mrozek. Oui. Et alors, d'ailleurs, à tel point que certains vous ont même demandé si certains de ces auteurs existaient réellement. Ça s'est passé pour Chisgall, oui, à l'époque, parce qu'on n'avait pas l'habitude à l'époque de tomber sur des auteurs anglo-saxons qui soient vraiment à la mesure de gens comme Beckett ou Ionesco. Pour eux, à l'époque, le théâtre, ça a beaucoup changé. À l'époque, le théâtre américain, c'était dans sa meilleure expression, dans son expression la plus majeure, la plus artistique, c'était Arthur Miller et Tennessee Williams. Mais Laurent Terzieff, pourquoi ce choix très délibéré et difficile quand même de se tourner plutôt vers des auteurs inconnus? Parce que je pense que ce qui m'intéressait justement, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure en début d'émission, pour moi, ce qui m'intéressait dans le théâtre, c'est de vaincre mon... Vous disiez tout à l'heure le théâtre comme un lieu de rencontre du visible et de l'invisible, lieu de rencontre aussi des fantômes des auteurs, fantômes des personnages, et aussi des acteurs, sans doute, qui vous ont précédé dans certains rôles. Alors, je voulais vous demander, mais que deviennent tous ces fantômes, toutes ces présences une fois que la représentation est terminée? Comment ils continuent de vous habiter, s'ils continuent de vous habiter, et est-ce qu'il y a des fantômes qui vous quittent plus difficilement que d'autres, ou qui continuent de vous accompagner comme ça? Oui, certains, oui. Par exemple, je pense au personnage de Sébès dans Tête d'or, que Barrault avait créé, qui avait ouvert le Théâtre de France à l'époque, avec ça. Oui, ça c'est une chose qui continue de m'habiter, qui continue à habiter justement l'adolescent qui est resté en moi, ça sûrement. D'autres choses, je vais être un petit peu vulgaire, non, pas du tout. Ce sont des cotons sales. Qu'on jette. Oui, qu'on jette, oui. Qu'on oublie. Oui.
Mais quand on vous écoute, comme on peut le faire en ce moment dans Florilège, où vous avez choisi un certain nombre de... Avec vous, Laurent Terzieff, c'est un spectacle un peu à contre-temps apparemment, et en réalité non, parce que... C'est-à-dire qu'on a été réunis autour de ce texte. Enfin, moi, c'est un livre de chevet, Les Cahiers de Malte. J'ai fait partager mon amour pour ce texte à Pascal de Boisson, à Claude Fort, et voilà, on a conçu ce spectacle qui ne prétend pas être du théâtre du tout, mais qui, d'une certaine façon, rejoint le théâtre dans la mesure où on essaie de faire, au-delà de la technicité d'un texte, au-delà même, je dirais même de la sensibilité, on essaie surtout de faire partager, d'être communicant, et comme dans l'éveillé dans le temps, n'est-ce pas, de dire on a découvert ce très beau texte, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. On vit le texte, mais on ne le dit pas, on ne le met pas en scène, on ne le bouge pas. Il y a 3 chaises. Et un jeu de producteur très simple, très cut ou très directif. C'est ça, ce sont des visages qui surgissent dans la nuit avec un moment, c'est la soupente. Des points métaphysiques, c'est-à-dire que y a certains poèmes qui doivent être dits debout, mais c'est toujours dans des médaillons de lumière, n'est-ce pas? C'est ça. Et par exemple, vraiment, avec deux lignes de lumière, on a l'impression que le héros se trouve dans la soupente et qu'il parle de sa vie. Et alors, ce qui est, je crois... formidable dans le spectacle et dans l'accueil du public. Je veux dire, j'étais fasciné, c'était le soir de la fête de la musique, on entendait tout partout, mais les gens, vous écoutez tous les trois, et on a l'impression que vous nous racontiez une histoire. Et non... Je crois que je devrais commencer à travailler un peu, à présent que j'apprends à voir. J'ai 28 ans, et il m'est pour ainsi dire rien arrivé. Reprenons, j'ai écrit une étude sur Carpaccio, qui est mauvaise. Un drame intitulé Mariage, qui veut démontrer une thèse fausse par des moyens équivoques. Et des vers. Oui, mais des vers signifient si peu de choses quand on les a écrits jeunes. On devrait attendre et butiner toute une vie durant, si possible une longue vie durant. Et puis enfin, très tard, peut-être saurait-on écrire les 10 lignes qui seraient bonnes. Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments. On les a toujours assez tôt. Ce sont des expériences. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance. Pour caresser l'odeur des bois, une main aux 100 000 doigts. Pour aller dans l'enfance ancienne, une main pour tenir la tienne. T'en souvient-il? Un grand ciel blanc dans les temps luisants, et le vent passant sur un château détruit avec ses feuilles et sa pluie sur la route du cœur volant. T'en souvient-il?
C'était au temps des saisons, au temps des nuages. Nous étions comme eux de passage. Et si parfois tu sens sur toi, comme aujourd'hui, comme autrefois, une main aux 100 000 doigts, redis-toi toujours que c'est moi. Sur les ailes de l'oiseau lyre que je n'ai jamais rencontré, sur la cendre du souvenir et sur le sable des regrets, sur ma vie de vivre à mourir par absence et par à peu près, sur toutes choses incertaines, le goût perdu, le goût qui vient, sur le rien, sur une fontaine, et sur l'eau sale dans mes mains, qui voit ses veines, voit ses peines, sur mon sang qui n'est pas le mien, sur un chemin, sans un château, à la poursuite de l'issue, sur mon langage où fuient les mots, sur mon visage dans la rue, sur le facile et sur le faux, vu jamais, à jamais perdu, seul. Ni chien ni chat, sans oiseau ni poisson, seul avec un rat dans la tête. Ni chaud ni froid, sans enfant ni maison. La fête est finie, la fête. C'était un soir d'automne. On écoutait tourner les manèges du vent. Il ne montait personne. La vie se recouvrait de 1000 feuilles jaunes qui luisaient et crissaient comme toile cirée. On avait entendu un long cri. Le gardien avait-il avalé son sifflet à roulette? Il s'en fallait aller. C'était fini, fini la fête. Sur le jardin de papier peint, la pluie tombait. On voyait encore dans la baraque rouge et verte un saltimbanque se tirait les cartes. Un corbillard blanc descendait au loin la colline. Elle est morte, se disait-il. Ma propre chair tombe en lambeaux. Il y avait aussi quelques promeneurs solitaires, des têtes coiffées de lampions éteints, des acrobates qui vivaient jusqu'au bout du fil. C'était la fin. Ni chien, ni chat, ni chaud, ni froid, ni foi, ni loi. À votre sujet, Laurent Terzieff, on a une impression, en tout cas que je ressens, et je crois que je ne suis pas le seul, on a l'impression que le temps n'a pas de prise sur vous, que vous n'avez pas changé. D'ailleurs, je ne pensais pas que vous aviez 52 ans, pour être honnête, puisque vous êtes né en 35. Vous avez le sentiment que le temps a prise sur vous ? J'ai toujours eu un problème avec le temps. Je suis toujours... D'ailleurs, ça, qu'est-ce qui fait courir ? Oui, justement, moi, je suis toujours partagé entre l'anxiété ou la préoccupation du travail à accomplir, et puis le travail, une fois accompli, et des regrets. J'ai du mal à vivre le présent. Je crois qu'en fait, le présent, je ne le vis vraiment de façon pleine que dans le cadre d'une représentation. Quelque chose s'accomplit, quelque chose commence et quelque chose termine. Et particulièrement quand que je joue dans une pièce que j'ai mise en scène, il y a une espèce d'accomplissement du temps dans le présent qui là existe, que j'ai du mal à retrouver dans la vie. Je me sens en même temps protégé. Entre le moment où la pièce commence et elle se termine, j'ai un sentiment de protection. Mais ça m'arrive quelquefois dans la vie. Par exemple, vous me parliez oui, c'est vrai que peut-être plus que le cheval. Il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'envoûtant chez Laurent Terzieff parce que nous avons pris les rues de Paris. Alors, il y avait des embouteillages, des feux rouges, des coups de klaxon et tout. Et puis, lui, au bout de 2 minutes, il arrivait à instaurer dans cette petite voiture un climat, j'allais dire, envoûtant, où il s'est mis à parler, par exemple, du doute de l'acteur, du doute du metteur en scène, avant de la première, j'allais dire, de la générale d'une pièce. Et c'est vrai, au bout de quelques minutes, on n'était plus dans Paris, on n'était plus dans cette voiture. Vraiment, on l'écoute parler. J'ai déjà entendu des gens dire de vous, quand on était assis à côté de vous, on avait envie de vous entendre toute la nuit et que ça ne s'arrête jamais. Ah, vraiment ? Oui. Non. Si. Ah, vraiment ? Oui, je les connais, je les ai rencontrés.
Vous créez autour de vous une atmosphère, sans doute parce que vous êtes possédé par ce métier que vous adorez, par le théâtre, sans doute. En tout cas, c'est comme ça que je l'explique. C'est un peu ça que vous avez ressenti, Ah Emmanuel. oui, oui, exactement. Surtout quand il vous parle de cette frénésie, quand vous créez, quand il m'a dit, par exemple, il m'arrive la nuit de me relever parce que j'ai trouvé une forme, j'ai trouvé une couleur pour la mise en scène, pour le décor ou des choses comme ça. Et vous en Pour être parlez. tout à fait honnête, c'est vous qui m'aviez posé la question. Oui, oui, bien sûr. Oui, effectivement, c'est tout à fait normal. Enfin, quand on vit dans le climat obsessionnel d'une chose, on y pense avant de se coucher, donc ça continue pendant le sommeil. Et quand il y a un problème, on le résout. Il y a le rêve latent et le rêve manifeste, et, selon la terminologie freudienne. Et puis le rêve devient manifeste. Tête d'or. Eh bien... Est-ce que tu ramènes ton armée avec toi? Oui, elle me suit. Tu as remporté la victoire. Tu as su commander à tous ces hommes et ils t'ont obéi. Oui, puisque je voyais et que je savais. Quoi? Ce qui est convenable est le saisir. L'œil et la raison disent en même temps, il faut. Mon dû me doit être payé. Et moi je ne vois pas et je ne sais pas. Qu'aurais-je pu faire? Cependant, je suis savant en une chose, toute seule. En quelle chose? À me donner. Mais à qui me donner? Non pas à celui qui est aussi faible que moi. Rien d'imparfait ne peut me suffire puisque je ne me suffis pas à moi-même. Je cherche donc celui qui est parfaitement juste et vrai, afin qu'il puisse être parfaitement bon. Et que je l'aime de même. Je ne suis qu'un enfant, tête d'or, mais je te le dis. Il y a en moi une chose, mais plus ancienne que moi. Et elle a en elle-même son origine. Et elle cherche sa fin, indignée contre ma... Quand l'homme meurt, est-ce que quelqu'un subsiste? Tais-toi! Réponds! Cette vie-ci et après, qu'y a-t-il? Est-ce que la personne finit? Car pour la forme du corps, il est vrai qu'elle disparaît. Je réponds que l'homme a été conçu selon la chair. Mais mourir n'est-il point sortir? Ce monde-ci a été fait pour l'homme et une limite a été tracée autour de lui afin qu'il ne sorte pas et que personne n'entre non plus. Je mourrai donc et je n'existerai plus. Tu ne respirais pas alors que tu étais dans le ventre de ta mère. Mais son sang entrait, passait en toi. Et ton cœur était amarré à son cœur par le milieu de ton ventre. Et étant sorti d'elle, tu respiras et tu poussas un cri. Et moi aussi j'ai poussé un cri. Et voici que je m'en reviens vers toi et que je te trouve dans la langueur de la mort. Faut-il donc que tout ce que j'aime meure? Horreur! Où je me tiens debout, fausse d'ennui. Et maintenant, je te le dis, n'espère pas que tu subsistes étant mort. S'il en est ainsi, ô mon corps, tu m'as été d'un petit avantage. Car tu meurs, et il faut que je meure avec toi. Je mourrai comme un quadrupède et je n'existerai plus.
que quelqu'un qui est trop bardé de certitudes n'est pas vulnérable par la vie et par son métier aussi. Il doit, évidemment, si on n'est pas vulnérable, si on n'est pas appelé à douter, à souffrir par le doute, je pense qu'on ne peut pas, c'est très difficile de créer. Et ce doute, est-ce qu'il existe dans l'œuvre de Paul Claudel que vous avez souvent joué, puisque vous avez vous avez participé au moins à 4 pièces, oui. Je pense à L'Échange, à Tête d'Or, Les Coefforts, Christophe Colomb. C'est un tout autre univers que celui de Mrožek. Oui, mais vous savez, Claudel, il vient de loin. Enfin, quand Tête d'Or que nous avons créé avec Jean-Louis Barrault au Théâtre de France, la première mouture de Tête d'Or, je crois que c'était L'Arbre, et à l'époque, Claudel n'était pas croyant. Enfin, je crois qu'il faisait même l'éloge de Ravachol. Et je crois que Claudel est quelqu'un qui avait une foi très grande, sûrement, c'est indiscutable, mais qui en même temps n'était pas à l'abri de la souffrance. Ça, L'Amérique littorale de l'Est, une plage au fond d'une baie enceinte par les rochers et les collines boisées, les arbres descendent jusqu'à la mer, la marée est basse et laisse la grève découverte, premières heures de la matinée. Marthe est assise sous les arbres, les yeux fixés à terre. Louis Laine, un jeune homme maigre et robuste, aux cheveux noirs, à la peau cuivrée, sort de l'eau et revient près d'elle. Il s'essuie le corps nonchalamment avec de l'herbe qu'il arrache, puis, s'accroupissant, il demeure en silence. Vous entendez bien. Du menton, il fait un petit signe montrant la ligne de l'horizon. La journée qu'on voit claire et qui dure jusqu'à ce qu'elle soit finie. Dit Louis, toute la nuit la pluie averse, comme il pleut ici. J'écoutais la pluie tomber en songeant à tous ceux qui l'écoutent à ce même instant, qu'ils se soient réveillés ou ceux qui ne dorment pas encore. La mer à la marée de minuit débordait avec tout son bruit, crachant contre la porte fermée. À présent, elle s'est retirée, mais 2 fois elle remplira son bord selon la lune et le soleil, jusqu'à ce qu'il soit retiré aux hommes comme une lampe afin qu'ils puissent dormir. Mais tu n'as pas passé la nuit dehors. Bah, j'ai vu bien d'autres temps. Ah, mais j'étais couché dans un lit. Où étais-tu? Laisse-moi regarder la journée qui s'achève. Salut, belle journée. Je n'aurai point de part aux occupations des hommes. Salut, air. Salut. Dans l'heure de ton abaissement, soleil. Mystère de joie. La journée finie et la mer monte de toutes parts, et elle sera pleine à cette heure où se lève un petit vent. C'est bon aussi la nuit. C'est bon cette nuit que tu m'as appris à dormir ensemble. Respire. Respire.
le cinéma, c'est à cette époque que ça s'est dessiné pour vous? Non, c'était un peu avant. C'est Michel Vitol qui m'a fait jouer d'abord dans des grands théâtres, dans Mon cœur dans les Highlands, et puis une pièce de Saroyan. Et puis par la suite, j'ai joué avec Marcel Tassancourt, entre autres. J'avais joué une vingtaine de pièces avant de faire du cinéma. Comme c'était des pièces qui ne duraient pas longtemps, ça s'est passé sur un si court temps. Mais enfin, donc, ma première pièce, j'avais 17 ans, puis je crois que j'ai fait mon film, Les Tricheurs de Carnet, à 21 ans, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Alors ça s'est passé comment, cette rencontre avec Carnet? Tout simplement, j'avais fait une télévision. À l'époque, on faisait des télévisions en direct, vous savez, c'était très éprouvant. Il fallait justement une très bonne mémoire. On était contactés 8 jours avant. J'avais fait un procès, l'affaire Weidmann. Et j'incarnais le personnage de Weidmann à son procès. Et c'était les débuts de la télévision et ça avait beaucoup marqué comme émission. Et je crois que Carnet l'avait remarqué là. Voilà. Et après, quand il a fait ce film, il m'a fait faire des essais. Et c'était un travail tout à fait sûrement différent que le théâtre pour vous. Je suppose que les contacts avec les metteurs en scène, et vous en avez connu de très illustres, doivent être très différents que dans le milieu du théâtre. Oui, c'est très enrichissant comme expérience, surtout de renouvellement, si vous voulez, de passer d'un monde à un autre. Et je pense à l'idée camusienne d'expérimenter tous ces possibles, n'est-ce pas, dans le métier d'acteur. Mais là, au cinéma, ce qui est impressionnant, c'est de passer d'un univers à un autre grâce aux metteurs en scène. Enfin, je me souviens très bien d'un film que quand j'ai terminé la Voie lactée de Buñuel, un vendredi ou un samedi, et le lundi je commençais La prisonnière avec Clouzot. C'était deux univers absolument opposés, très très différents, mais très très riches. Enfin, par exemple Buñuel, c'était le naturel, c'était une espèce d'humanité naturelle, comme ça, simple et en même temps très visionnaire des choses, et avec beaucoup de pudeur, ce qui m'a frappé d'ailleurs chez Buñuel, c'est le fait que de dire moteur, n'est-ce pas, ne le remuait pas, il ne se mettait pas dans un état de fébrilité comme ça. Alors que Clouzot, il poussait la porte du studio et c'était le drame. Mais auparavant, vous aviez tourné aussi avec Rossellini, avec Pasolini. Là aussi, ça doit être des souvenirs assez marquants. Oh, c'était extraordinaire, Rossellini. Vraiment, c'était une très grande rencontre parce que c'était le Stendhal italien. Vania Venite, une nouvelle des chroniques italiennes, et tournée par un grand artiste italien qui était Rossellini, et qui était d'ailleurs qui était un homme d'une grande culture et très tourné vers la France aussi, justement comme Stendhal l'était vers l'Italie. Quand le film est sorti, Rossellini s'est désolidarisé du film parce que le producteur lui avait imposé certaines coupures. Et moi j'ai cru que c'était un peu une coquetterie de sa part, qu'il n'était peut-être pas tout à fait content du résultat et qu'il trouvait là un prétexte pour se retirer, pour se draper, disons. Et la télévision a eu la bonne idée de donner la version intégrale non expurgée. Et alors là, j'ai vraiment trouvé que Rossellini avait raison. C'était vraiment un chef-d'œuvre. Vania Venite était vraiment un chef-d'œuvre, mais il ne fallait pas faire des coupures. Il avait une façon de travailler très organisée, très structurée. Rossellini était... je le regrette d'ailleurs parce que...
Laurent Terzieff. Bonjour. Vous avez monté beaucoup de spectacles d'auteurs américains. C'est vraiment très frappant quand on relit le travail de la compagnie Terzieff et les spectacles auxquels vous avez participé. J'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi. Qu'est-ce que vous allez trouver dans le théâtre américain ? Eh bien, c'est une longue histoire. J'ai été confronté à mes débuts aux deux grands courants qui irriguaient la dramaturgie du théâtre après la guerre. Il y avait la critique politique et sociale avec Brecht, ses épigones, et puis le phénomène du théâtre de l'absurde, de la déréliction, de la cruauté, de la séparation avec Ionesco, Beckett, Adamov, Jean Vauthier, beaucoup d'autres. Donc, d'une part, une vision finalement constructive, positive, politique, bien sûr, mais aussi optimiste, finalement, des choses, et une autre désespérée, désespérante, fascinée par le néant. Et la chose amusante, si vous voulez, c'est que ces deux formes, disons, opposées de théâtre étaient montées par les mêmes metteurs en scène. Oui. Je pense à Jean-Marie Serrault, à Roger Blin, Sylvain Dom, Jacques Mauclerc, Marcel Cuvelier, tout ça, des gens avec qui j'ai débuté. Et moi, quand j'ai abordé la mise en scène, j'ai essayé de trouver des auteurs qui expriment ces deux phénomènes. Mais je ne me sens pas concerné par, si vous voulez, un travail, disons, référentiel. Voilà. Et puis, ce qui m'intéresse, moi, dans le théâtre, c'est qu'il soit le reflet de la vie des hommes et le reflet de maintenant. Évidemment, bien sûr, je sais qu'on peut très bien interroger notre époque par classique interposé. Mais encore une fois, je ne suis pas sensible à la lecture nouvelle des classiques, surtout quand c'est issu de la dialectique brechtienne ou quand c'est revisité par des dramaturges ou des professeurs. Je pense qu'il y a dans ce travail des classiques un aspect référentiel qui m'a toujours un petit peu choqué, enfin, qui tient un peu du clin d'œil dans la mesure où il installe tout de suite une complicité intellectuelle entre le public et le spectacle, entre l'acteur et le public. Et voilà ma proposition du personnage, n'est-ce pas ? Bon, évidemment, ce qui aussi me heurte dans les classiques, c'est que très souvent ça repose sur un caractère, n'est-ce pas ? Et pour moi, ce que je cherche au théâtre, c'est avant tout un univers et pas un caractère. Un univers multiple, une pluralité de sens, n'est-ce pas ? Évidemment, vous me direz que le misanthrope comme caractère, c'est pas mal. Mais justement, derrière le misanthrope, il y a une espèce d'universalité, justement, de thème qui fait que ça dépasse le caractère. Il m'est arrivé de jouer des personnages de caractère, comme le philanthrope de Christopher Hampton, par exemple. C'est toujours cette extrême tension entre
comment dirais-je, entre l'éblouissement et la joie devant le miracle que constitue l'existence, et en même temps l'anathème jeté sur un monde de cruauté, de barbarie, de souffrance, un monde voué à l'échec et au scandale de la mort. Mais ça c'est induit dans tout. Je sais bien qu'en France, on a un théâtre qui est ou tragique ou comique, mais justement, ça c'est peut-être une chose que j'aime beaucoup chez les anglo-saxons, c'est ça, cette chose héritée de Shakespeare, n'est-ce pas, qu'on rit et on pleure comme dans la vie. Cette coexistence de tous ces sentiments. De l'émotion et du rire de libération, finalement. Plus profondément, le théâtre, c'est une expérience collectivement vécue. Et c'est la qualité irremplaçable, la spécificité irremplaçable du théâtre, c'est ça, c'est d'être avant tout une expérience collectivement vécue, grâce à la présence physique réelle des acteurs sur le plateau, qui fait que le public va se sentir lui-même un collectif extrêmement vivant, et non pas une foule solitaire comme au cinéma. Et cela entraîne de la part du public un consensus, non seulement sur la valeur, mais sur le sens de la pièce. Quels que soient les a priori que le public avait avant d'entrer dans la salle sur le spectacle qu'il va voir, il va se sentir presque obligé malgré lui à donner un sens, non seulement un sens au spectacle, et ce sens va évoluer d'un soir sur l'autre, d'un public sur l'autre, parce que nous-mêmes acteurs, nous ne sommes pas les mêmes d'un soir sur l'autre, et le public n'est pas le même, évidemment. Et puis nous, pendant le spectacle même, on projette des choses, on discute avec notre propre vie. Voilà, donc, il y a quelque chose qui part du plateau, qui tourne, qui ne revient pas tout de suite, d'ailleurs, qui fait des ronds dans la salle, vous savez, et puis qui nous revient sur le plateau et qui nous modifie à notre tour. Comment vous le savez, ça? C'est par la sensation. C'est par la sensation, une qualité silencieuse. Pas seulement les réactions sonores, vous savez. Mon père. Il me semble que je vois mon père. Monseigneur, je crois que je l'ai vu hier soir. Vu qui? Monseigneur le roi, votre père. Le roi, mon père? Modérez votre surprise un instant, tant que j'ai pu vous rapporter sur le témoignage de ces messieurs ce prodige. Pour l'amour de Dieu, que je l'entende. 2 nuits de suite. Ces messieurs, Marcellus et Bernardo, au milieu de la nuit vaste et morne, avaient fait cette rencontre. Une forme à la ressemblance de votre père, tout équipée de pied en cap, apparaît devant eux. Sa démarche est grave. Elle passe lentement et solennellement à côté d'eux. Et eux, cependant, pour ainsi dire, figés par l'effet de la peur, ils sont là, muets, sans un mot pour l'apparition. Ils me firent partager leur redoutable secret, et la 3e nuit, j'ai monté la garde avec eux. Le lieu, la forme, l'heure, chacune de leurs paroles vérifiées, confirmées. J'ai reconnu votre père. Ces 2 mains ne sont pas plus pareilles. Où était-ce? Sur la plateforme où nous étions en sentinelle. Vous n'avez pas parlé à cette chose? Si, mais pas de réponse. Cependant, il m'a paru qu'elle levait la tête, esquissait un mouvement, comme pour se mettre à parler. Or, juste à ce moment-là, le coq déchira l'air de son cri,